Je dois dire que la littérature congolaise est d'une excellente qualité. Oui, Elle a des précurseurs de renom, comme l'est la littérature camerounaise également. bien sûr. Euh, ce sont, Mongo de- Betty, Ce sont il y a une salle Mongo qui porte le nom Betty, de Mongo Ferdinand Betty. Oyono. Oui, que D'ailleurs, j'ai beaucoup on lu a appelé d'ailleurs. les deux salles, les deux salles dans lesquelles se tiendront les conférences, on Oui, les a appelées Mongo Mongo Betty Betty et et Ferdinand Oyono. Ferdinand Oyono. Bonjour et bienvenue. Nous avons le plaisir de nous plonger au cœur d'un événement littéraire majeur, incontournable. Le Salon du Livre africain de Paris, ce rendez-vous majeur, célèbre la richesse et la diversité de la littérature africaine, des littératures africaines, réunissant écrivains, auteurs et passionnés autour de la culture et des lettres du continent. La 4e édition s'ouvre du 14 au 16 mars dans un nouvel espace, la Halle des Blancs-Manteaux, dans le 4e arrondissement de Paris, sous le thème Voyage en diaspora. Le Cameroun et le Brésil sont des pays mis à l'honneur, un programme riche et inédit que je vous invite à découvrir à travers cette interview. Mesdames, Messieurs, je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver. Mon invité est Éric Mongeau, président du Salon du Livre africain de Paris. Bonjour Éric, bonjour. Bonjour Carmen. Bonjour. Bienvenue. Merci Carmen. Alors Éric Mongeau, vous êtes le président du Salon du Livre africain de Paris, comme je viens de le dire. Qui est Éric Mongeau? Beaucoup de gens se posent la question. Alors Éric Mongeau, c'est quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps dans l'édition, qui a vécu longtemps en Afrique aussi. Et donc les deux mis ensemble ont donné naissance à ce Salon du Livre africain de Paris, qui a maintenant 4 éditions derrière lui, enfin qui va avoir une 4e édition, et qui dès le début a rencontré une affection très profonde du public parisien et particulièrement du public de la diaspora africaine vivant à Paris. D'accord. Vous êtes également artiste peintre? Artiste peintre également. Oui, un habitué de salon? Absolument, oui. Oui, ce n'est pas votre premier salon que vous organisez, le Salon du Livre africain de Paris. Non, effectivement, j'ai organisé pendant 7 ans un salon du livre russe et je suis arrivé à l'Afrique par vocation et puis par envie. J'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la littérature russe et les événements politiques m'ont poussé à la délaisser momentanément. Momentanément. Alors, Éric, est-ce que c'est votre statut d'artiste peintre, votre amour là, de la peinture qui vous a conduit à illustrer le Salon du Livre africain, à en donner le style du wax africain qu'on ne voit pas cette année? Oui, alors sur les 3 dernières éditions, j'avais moi-même réalisé le graphisme. Vous avez vous-même réalisé des invitations, des catalogues, des affiches, etc. Et cette année, j'ai préféré donner la main à une jeune graphiste très talentueuse qui a fait pour nous le graphisme de cette 4e édition, qui est très différent. C'est pas du wax. Le wax a été mis de côté cette année. Mais pourquoi? Mais on est parti. Vous ne l'aimez plus? On est parti sur les symboles qui sont propres au Cameroun, qui est le pays invité d'honneur. Donc ce sont ces symboles qui ont été mis en avant plutôt que les tissus. Voilà, quel est ce symbole camerounais que vous mettez en avant sur l'affiche? Eh bien, ce sont des fleurs c'est un dessin caractéristique du Cameroun qu'on retrouve sur pas mal de tissus. Et donc, la graphiste a épuré ces dessins et a gardé quelques éléments qu'on retrouve sur tous les visuels. Voilà, dans tous les cas, ça reste unique.
c'est toujours l'Afrique que vous représentez. Voilà, et les visuels sont déclinés sur les couleurs du Cameroun. Elles sont déclinées en vert, jaune et rouge. En vert, jaune et rouge, la couleur de l'Afrique, on retrouve pratiquement sur en général, oui, la couleur de l'Afrique. Tous les pays de l'Afrique. Alors, cher Eric, c'est un programme qui est riche. Cette année, on a beaucoup de conférences. On a des conférences qui tournent bien sûr autour de la thématique centrale de cette année, qui est Voyage en diaspora, qui nous amène à partir vers d'autres continents. On a appelé le Brésil cette année, qui est le pays invité spécial, et on met en valeur l'influence qu'a eu l'Afrique sur la culture brésilienne. À travers une conférence qui va être intéressante, qui va mettre ensemble des auteurs brésiliens et des auteurs africains. Donc ça va être intéressant parce qu'on va avoir les deux points de vue. Et donc cette conférence est programmée le dimanche. On va avoir des conférences sur la politique, pas mal de conférences sur la politique. C'est un sujet qui revient beaucoup cette année. Avec des questionnements notamment sur l'alternance, des questionnements sur le repositionnement politique dans un certain nombre de pays d'Afrique. La politique va être présente. On a aussi l'écologie qui sera présente comme elle l'est à chaque édition, parce que c'est un... Et il y a une table ronde de la France-Afrique à la France chahutée. Voilà, c'est ça. Qui sera modérée par Christian Éboulet. Non, c'est une conférence qui est consacrée, donc, qui va parcourir 70 ans d'histoire. D'accord. Un intervenant qui s'appelle Robert Bourgui. Robert Bourgui qui sera présent. Qui sera présent, qui a été pendant très très longtemps un intermédiaire entre les présidents africains et les gouvernements français. On aura un auteur qui s'appelle... Notamment avec l'affaire de la Libye, si je me trompe pas. Avec la Libye, c'est aussi lui qui a révélé le scandale Fillon sur ses costumes, Berluti. Enfin, c'est un personnage assez atypique. Qui est assez atypique et qui avait l'oreille de Sassou Nguesso. Et donc, à travers ce contact, il a beaucoup joué sur la politique française, notamment à l'époque de Sarkozy. Ok. Donc, ce sera une table ronde modérée plutôt par Sully Kay. C'est ça, c'est bien ça. La table ronde modérée par Sully Kay est une table ronde sur les soldats. Sur les soldats. Les soldats africains pendant la Première une question très importante, et Deuxième Guerre mondiale. Et on a Sully Kay elle-même, qui est la modératrice, qui a écrit un livre sur les Africains qui se sont retrouvés dans les camps de concentration. On a Christian Éboulet qui a écrit un livre sur un combattant, un tirailleur sénégalais qui s'est retrouvé prisonnier des Allemands en 1940. Le Testament de Charles. Le Testament de Charles, qui est un très beau livre. Et Gabriel Souleika qui a écrit également un livre sur l'enfermement en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale d'une africaine. Alors, ce sont des thèmes très engagés, très politiques, notamment aussi, il y a la table ronde sur la pensée africaine. Et une table ronde sur les violences faites aux femmes. Donc, nous sommes en mars, à peine, on vient de... Oui, mais justement, parler des droits des femmes. La République démocratique du Congo est très présente dans cette table ronde, parce que les intervenants, les auteurs qui seront présents ont été très sensibilisés à tout ce qui se passe dans la région du Kivu. Notamment aux violences faites aux femmes en temps de guerre. Et effectivement, c'est dans cette région du monde, en Afrique actuellement, avec le Soudan, où les exactions sont les plus importantes. On recense un nombre de viols incalculable. Le viol est considéré comme une arme de guerre. Oui, absolument. Et j'ai lu récemment des deux côtés, d'ailleurs, du côté des soldats rwandais comme du côté des soldats zaïrois. Donc, c'est un sujet... Congolais. Vous connaissez bien l'Afrique. Congolais. Vous connaissez le Zaïre. Vous êtes un ancien, vous. C'est bien, oui. C'est bien d'avoir utilisé cette expression. Ça l'a fait remonter au bout du jour. Ça nous rappelle l'époque Mobutu. D'ailleurs, à ce sujet, on a une auteure qui sera présente, qui a écrit un livre sur Mobutu, donc qui ne participera pas à une conférence, mais à une dédicace. Et voilà, donc oui, un salon qui est, comme tous les ans, engagé, parce qu'on
On aime bien balayer des thématiques qui sont diversifiées, larges. On parlera aussi bien sûr de littérature, puisque on a des grands auteurs qui seront présents. On parlera aussi beaucoup d'art cette année, avec 2 conférences sur l'art. Et voilà, on a vraisemblablement une production de conférences cette année qui est peut-être un peu plus riche que les années précédentes, puisqu'on a 40 conférences. 40 conférences, oui. Et pas mal de conférences qui tournent autour du pays invité d'honneur, donc le Cameroun, avec des Camerounais résidant en Europe, oui. Qui sont nombreux, mais également une délégation camerounaise qui est venue spécialement de Yaoundé, Douala. Donc c'est magnifique. On aura beaucoup de Camerounais cette année sur le salon, comme on a eu beaucoup d'Ivoiriens l'année dernière, puisque la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur. Et on aura encore beaucoup d'Ivoiriens cette année, parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 éditeurs qui sont venus et qui sont vraiment la délégation, après le Cameroun, la plus importante. Ce qui marque l'intérêt du salon. Oui, ça c'est un point important, c'est de voir que, en fait, d'année en année, de plus en plus d'éditeurs des pays africains aiment venir à Paris pour présenter leurs nouveautés. C'est une occasion pour eux d'aller à la rencontre de leur public parisien et français. Et aussi de rencontrer leurs homologues africains et des éditeurs français. Donc on a justement, pour cette raison, mis en place un programme professionnel en amont du salon, dans la matinée du vendredi, qui va permettre donc à ces éditeurs de se rencontrer, d'échanger des droits et de participer à des conférences qui leur sont dédiées. D'accord. Alors, cette année, vous changez d'endroit. Vous allez dans le 4e arrondissement de Paris. Pourquoi? Alors, on change d'endroit cette année. C'est parce que le salon a pris de l'ampleur? Parce que le salon avait pris trop d'ampleur, et la mairie du 6e arrondissement, dans lequel il était organisé auparavant, devenait un peu trop petite. Oui. Et donc, on a opté pour cette très belle salle de la Halle des Blancs-Manteaux, qui est un bâtiment qui date du 19e siècle, qui, dans la semaine, est un gymnase pour les écoles du quartier, et qui se transforme le week-end en un site d'exposition événementielle. Et c'est un espace qui est très agréable, qui est en plein cœur du Marais, avec beaucoup de fréquentation. Je connais l'endroit. Oui. Beaucoup de cafés aux alentours. Beaucoup de cafés, beaucoup de public. Et donc, on espère cette année faire aussi venir du public de la rue, des visiteurs qui ne seraient pas forcément rentrés dans ce salon, mais qui découvriront par cette occasion la littérature africaine. Et c'est une belle promotion. Oui, c'est une très belle chose, parce que notre ambition, c'est aussi d'amener la littérature africaine auprès des Parisiens. Voilà, Salon du livre africain de Paris. De Paris. De Paris, donc pourquoi pas tous les quartiers, tous les arrondissements de Paris plus tard. Absolument. Et donc, le thème de cette année est Voyage en diaspora. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix qui a la vertu de pouvoir accueillir beaucoup d'interventions diverses. Je vous parlais tout à l'heure du Brésil, mais on a aussi les Caraïbes. Les voix diasporiques des Caraïbes sont importantes, avec notamment cette année un hommage à Franck Etienne, qui est un auteur haïtien qui nous a quittés récemment. Et ça nous permet aussi de donner la parole à tous les Africains qui vivent en Europe et qui ont beaucoup d'histoires à raconter, qu'ils soient originaires de France, de Belgique, de Suisse. La diaspora africaine est très active. Oui. Elle est très active en littérature. On le remarque notamment avec le nombre d'auteurs auto-édités qu'on invite sur le salon, qui ont aussi une petite place et qui sont très nombreux. Ils doivent être 80. 80 qui vont tourner pendant 3 jours à raison d'1 heure de dédicace par auteur. Oui.
Et ça permet de donner la parole à des auteurs qui ne sont pas forcément très bien représentés puisqu'ils n'ont pas de maison d'édition. Une belle vitrine donc. C'est une vitrine, oui. Oui. C'est une belle vitrine pour eux et en même temps, c'est bien que le public puisse les rencontrer parce que le dialogue est direct avec ces auteurs, comme il l'est aussi avec les autres auteurs sur les maisons d'édition. Mais ces auteurs-là sont rarement en fait sur les salons du livre. Oui. Ils n'ont pas leur place sur les salons du livre et donc on est content de les accueillir cette année. Et c'est cela la force de votre salon, je pense, monsieur. Oui, c'est une part importante du salon, c'est de laisser la parole aussi à ces auteurs. Oui. Alors, il y a un vide actuellement au niveau des livres africains. Avant, il y avait livre-auteur du bassin du Congo. Il y avait également livre-auteur du bassin du Congo, je l'ai cité. Il y avait le pavillon Afrique. Oui. Livre-auteur du bassin du Congo était conduit par le Congo. Et donc, Pavillon Afrique par Aminata John Johnson de l'Agence culturelle africaine ACA. Et donc, on n'a plus ces événements où vous avez profité de ce vide. Oui, en fait, c'est ce qui m'a poussé à lancer le salon, puisque au moment où j'ai travaillé à sa conception, je me suis rendu compte que toutes ces rencontres avec la littérature africaine avaient disparu depuis quelque temps, oui. depuis 2-3 ans. Même plus, hein, oui, pour le bassin du Congo, ça faisait beaucoup plus de temps. Ouais. Et je trouvais dommage de laisser ce champ totalement désertique et le succès qu'a rencontré le salon dès la première année a été la manifestation de la nécessité d'avoir un salon purement consacré à la littérature africaine. Parce que auparavant, les salons que vous avez cités étaient inclus dans le salon du livre de Paris. Oui, c'était des éléments dans le salon du livre de Paris, alors que là, c'est un salon qui est vraiment dédié. Et ça permet à des gens qui n'allaient pas au salon du livre de Paris de venir. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte que le public de la diaspora n'était pas forcément amateur du salon du livre de Paris. Mm-hmm. Et là, le fait que le salon soit dédié a encouragé, je pense, les familles à venir. Je dis les familles, c'est important parce que sur ce salon, on a une forte présence de la littérature jeunesse. Et les mères de famille, les pères également, aiment venir acheter des livres pour leurs enfants qui soient adaptés à leur culture, à leurs origines. On a beaucoup de livres de jeunesse qui sont dans des langues, dans des langues de différents pays africains. Oui. Avec des personnages qui représentent bien leur culture, et ça, c'est important. Ça, c'est important, et c'est ce que les auteurs recherchent, et même les familles, oui, absolument. Actuellement. Alors, puisqu'on a parlé du Congo, je vais revenir sur... Du Zaïre, on a parlé. Non, là, je parle du Congo-Brazzaville. Alors, le Congo-Brazzaville, édition 3, on a eu 2 auteurs du Congo-Brazzaville qui ont eu... le Grand Prix, d'Afrique. Donc, la question que j'allais vous poser, c'est pourquoi le Congo est un pays à hauteur vraiment prolifique, avec des prix, comme vous venez de le dire. Vous avez choisi le Cameroun, le Brésil, avant c'était la Guinée, avant c'était la Côte d'Ivoire, et à quand le Congo-Brazzaville? Bien, le Congo est sur la liste. On est en discussion avec le Congo, mais les discussions mettent du temps à se mettre en place. Mais le Congo sera bien sûr un des pays invités à un de ces prochains jours. Je dois dire que la littérature congolaise est d'une excellente qualité. Elle a des précurseurs de renom, comme l'est la littérature camerounaise également. Bien sûr. Mongo Betty. Ce sont une salle qui porte le nom de Mongo Ferdinand Oyono. Oui, que j'ai... D'ailleurs, on a appelé les deux salles dans lesquelles se tiendront les conférences, on les a appelées Mongo Betty et Ferdinand Oyono. Oui, le Congo, bien sûr, avec grand plaisir.
Alors, le programme, c'est également 2 prix littéraires qui sont remis donc, dans le cadre, le Grand Prix Afrique et le prix du Beau Livre africain, comme la précédente édition. Et parmi les livres sélectionnés, nous avons, il y en a combien déjà? Il y en a 10, c'est bien ça? Oui, il y en a une dizaine. Oui. Une dizaine. Alors, Kaïdara Amadou Ampateba aux éditions Diane de Cellier, c'est un poème. En vers libre. Nous avons le livre Patéo aux éditions Patrick Frey. Il y a le livre Julien Creuset, catalogue pour le pavillon français à la Biennale de Venise 2024. Donc, Julien Creuset est un artiste conceptuel franco-carabien. J'ai du mal à prononcer. Caribéen. Pardon, j'y arrive. Caribéen, oui. Caribéen et professeur de l'École des Beaux-Arts de Paris. Donc, nous avons également African Art, un livre intéressant sur l'art africain. Oui, on a. Oui. En fait, ce prix des beaux livres africains, du beau livre africain, c'est un prix qu'on a lancé il y a un an avec la Maison de l'Afrique. Oui. Qui est partenaire et initiateur de ce prix. Oui. Et l'objectif, c'était de pousser un petit peu les éditeurs africains qui, jusqu'à maintenant, ne sont pas trop rentrés dans l'édition des beaux livres, à se mettre à la tâche dans ce domaine. Et cette année, on a reçu 2 livres des éditions Eburny de Côte d'Ivoire. Oui. Qui sont présentes dans la liste, oui. des finalistes. Et le titre en est Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, je pense. Voilà, et oui. les tresses africaines. C'est un deuxième livre. Qui raconte toute une histoire, hein, la tresse africaine. Oui, c'est un livre de photos avec des explications d'un certain nombre de tresses. Oui. C'est un livre qui est très, très joli. Le graphique, qui est très graphique, un message codé. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'est un prix qui a son parallèle en France. On a un prix de ce type qui existe en France avec une production qui est plus importante parce que les éditeurs français sont dans le beau livre depuis très longtemps. Ouais. Mais on espère bien de développer ce prix, de pousser les éditeurs à être plus présents sur l'Afrique, parce qu'en fait, il y a beaucoup de beaux livres à faire sur l'Afrique. Oui. Alors, on pourrait citer les livres animaliers, ouais. Les livres de photos, tout ce Mais ce qui est listé pour l'édition 4, il reste le Dolo, le Dogon du siècle, aux éditions Luc Berthier. Oui. Berrier, pardon. Oui, ça c'est un livre d'artiste. Oui. Ça c'est un livre d'artiste. Avec le sculpteur malien Dogon. Voilà. Voilà. Et regard sur les artistes modernes contemporains arabes aux éditions Srira. Alors dans le domaine des beaux livres, complet, on a pas mal de livres qui viennent aussi du Maroc, de Tunisie et d'Algérie qui sont dans le domaine éditorial un peu plus impliqués dans ce type d'ouvrage. Et je dois dire qu'on a une très belle sélection cette année. On a aussi reçu un livre des éditions Assouline, un très gros livre dans un coffret sur les masques africains. Oui, les masques africains. Alors, comment percevez-vous cette 4e édition par rapport aux éditions précédentes? Est-ce que vous pouvez on est un petit peu dans l'interrogation, puisque comme on change de lieu, on est sur un terrain peut-être inconnu par rapport... un peu plus inconnu. C'est une nouvelle expérience, parce que depuis 3 ans, on avait l'habitude de fréquenter la superbe mairie du 6e arrondissement. Là, on va être dans un salon qui sera un peu plus similaire au salon du livre qu'on connaît. Dans un quartier mythique de Paris. Hein. Dans un quartier, un très beau quartier de Paris, très central, très bien desservi. Oui. C'est un salon qui est très accessible pour la plupart des franciliens, puisque les stations RER sont toutes proches. Et le métro. Et donc, ça va être un livre qui sera aussi un salon qui sera aussi de plein pied dans la rue, ce qu'on avait moins sur la mairie, puisqu'en fait, il fallait quand même faire la démarche de rentrer dans une mairie pour aller sur le salon, alors que là,
Le salon va être ouvert à tous les visiteurs du Marais, et Dieu sait s'ils sont nombreux le week-end. Oui. C'est la rue dans laquelle le salon est organisé est une rue qui voit à peu près 1000 personnes passer par heure. C'est assez énorme. D'accord. Et donc, avant, je voudrais juste préciser aux téléspectateurs qu'il y aura également la présentation du prix 5 continents de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et des actions menées par l'OIF. Et ça, c'est pour soutenir la découvrabilité du livre francophone. Et oui, ça c'est un volet qui est plutôt dans le volet professionnel. Professionnel, c'est ça. Et qui s'adresse, en fait, c'est une conférence qui s'adresse aux éditeurs africains. Oui. Pour les amener à proposer des livres à l'Organisation internationale de la francophonie à travers ce prix, pour concourir aux côtés des éditeurs européens. Parce qu'en fait, l'OIF s'est rendu compte au fil des années que les prix allaient souvent à des éditeurs européens, et elle voudrait inverser la tendance en incitant les éditeurs africains à envoyer leurs livres pour être présents sur ce concours. D'accord. Et quels sont vos espoirs? Est-ce que vous envisagez une expansion vers d'autres pays, par exemple? Eh bien, en fait, on a des partenariats depuis quelques années maintenant avec les 72 heures du livre de Conakry, qui est un salon organisé tous les ans au mois d'avril à Conakry. Un salon qui a déjà une réputation, qui a 15 éditions. Ouais. Également avec le Salon international du livre d'Abidjan, qui est également un salon très connu en Afrique, qui est aussi un salon qui date de quelques années déjà, puisque je crois que cette année c'est la 15e édition. Oui. Et donc dans le cadre de ces partenariats, on a beaucoup travaillé sur la mise en réseau de nos compétences, de nos relations, faire venir les uns et les autres, attirer des institutions à venir sur des salons en Afrique, oui. Et en même temps à faire en sorte que les éditeurs connaissent mieux ces salons et aient envie d'y aller. Et justement, quand ils viennent à Paris, c'est l'occasion de rencontrer les organisateurs de ces salons, puisqu'ils sont présents tous les deux. Enfin, les deux que je viens de citer, ils seront présents tous les deux sur une conférence sur les salons du livre en Afrique. D'accord. Et ça, c'est un axe pour nous qui est intéressant, parce qu'on n'imagine pas le Salon du livre africain de Paris qui soit totalement en dehors d'Afrique. C'est important pour nous aussi d'être présents en Afrique. Ça nous permet de rencontrer les éditeurs, ça nous permet de rencontrer les auteurs, de voir quelle littérature intéresse le public et comment le livre est accueilli par le public. Et cette année, par exemple, on organise avec le Salon du livre d'Abidjan une journée professionnelle. On organise aussi une sensibilisation au livre et à la lecture dans plusieurs écoles de Côte d'Ivoire. Ouais. On a créé une exposition qui explique comment se fait un livre, quelles sont les différentes phases, avec quels sont les différents intervenants. Et cette exposition va voyager dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire pendant les 3 prochaines années. Eh bien, voyage en diaspora, cher Eric. Voilà, voilà qui clôt cette belle émission sur le Salon du livre africain de Paris. Merci, cher Eric Monjour, d'avoir été avec nous pour parler Carmen, de ce grand rendez-vous littéraire. Et à très bientôt, chers téléspectateurs. Nous vous invitons donc du 14 au 16 mars donc dans le Marais à Paris 4e arrondissement, pour la 4e édition du Salon du livre africain, avec des auteurs et bien d'autres personnalités de la littérature africaine. Et donc à très bientôt pour 3 ans en Afrique et sur Global Africa Télé Sud. Au revoir.